Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans La Bananerie, le podcast, et aujourd'hui on part dans les coulisses du festival Beauregard avec son programmateur Paul Langlois. On va parler de programmation, de créativité, les origines du festival. Et cette émission n'est pas possible sans tous nos partenaires, HBN Media, RecProd, Ovideo et Studio Tonus. Alors je vous souhaite une bonne émission. Donc, Paul, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. mais avec plaisir. Tout le monde connaît le festival Beauregard, en fait, en Normandie. On te connaît moins, entre guillemets, parce que c'est normal, tu diriges, tu es à la barque. Et l'idée de ce podcast, c'est vraiment de te connaître, de connaître davantage le festival, les coulisses du festival et de voir un peu ton rôle de programmateur. Toi, tu as commencé la programmation avec le BBC, c'est ça? Oh, même bien avant. En fait, j'ai commencé mes premiers concerts, j'avais 17 ans. J'étais dans un groupe de musique et il fallait trouver des dates. Et j'ai commencé à trouver des dates, pas assez pour mon groupe, mais j'ai commencé aussi à faire des concerts. Donc, je suis je suis né à Caen. J'ai jamais quitté l'agglo de Cannes. J'ai toujours travaillé ici. Et donc, je connais très, très bien le milieu musical et l'évolution de la musique depuis le début des années 90. Et c'est vrai que ouais, j'ai organisé mes premiers concerts, ça doit être en 92, 93. Et donc, voilà. Et le BBC, j'y suis quand même depuis 99, donc ça fait un bout de temps aussi. Comment tu t'es retrouvé à travailler au BBC? C'est quoi cette histoire, cette salle, l'histoire de cette salle, et comment tu t'es retrouvé à travailler dans Voilà, cette tu as salle? du temps, j'espère. Parce que, écoute, l'histoire de cette salle, il faut savoir que début des années 90, il y avait encore une salle sur Caen qui s'appelait la salle Georges Brassens et il y avait pas encore le Zénith. Et nous, avec notre petite association, il y avait une autre association un peu concurrente à la nôtre, qui était là un peu avant nous, qui s'appelait Private Joke. Et nous, quand je dis nous, c'est moi et Claire, parce qu'il y a aussi une histoire très liée avec Claire, qui est la co-directrice du festival. On a fait notre propre assos pour organiser les concerts. En fait, il y avait pas grand-chose. Caen n'était pas aussi vivant que maintenant. C'est dingue, la belle évolution de Caen là-dessus. Et on essayait d'organiser des concerts dans les bars, etc. Et puis aussi, dans cette salle Georges Brassens, et le Big Band Café était là aussi. Le BBC a ouvert en 93. Donc, en fait, c'est arrivé. Le BBC est né quasi au même moment où nous, on commençait à faire des concerts. Donc, très, très vite, j'ai fait également des concerts dans cette salle-là. On essayait de dynamiser un peu les sorties et les concerts sur Caen. Et puis voilà, l'ASSO a commencé à faire de plus en plus de dates, la Fonderie, le BBC, la Serge Brassens, et puis beaucoup aussi la MJC d'Hérouville. Si on parle vraiment du passé musical de l'agglo cannaise, la MJC d'Hérouville, c'est assez fou ce qu'elle a pu accueillir. C'est-à-dire que moi, mes premiers concerts que j'ai pu voir, des vrais concerts, on va dire, hors d'un bar, c'était à la MJC d'Hérouville. Tu peux donner quelques noms d'artistes, Ah ouais, ouais, bien parce que sûr. Georges Brassens ou la même JC d'Hérouville, je sais qu'il y a des artistes hyper connus qui sont passés par là. À cette époque, on avait en tout cas moi, il y avait toute une scène très rock en France, avec aussi ce qu'on appelait la noise, donc des groupes phares français comme Sloy, Portobello Bones, Int, et puis à la MJC, alors dans le gros rock, il y avait les Tugs, qui est quand même un groupe que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même pour moi un des plus gros groupes rock français qu'on ait eu, un des premiers qui s'est exporté aux États-Unis et qui a fait des grosses tournées aux États-Unis. Et donc ouais, moi, un de mes premiers concerts à la MJC d'Hérouville, ça devait être les Tugs, que j'ai revus 2 fois à la MJC et une fois à la Serge Brassens. Et puis Caen, c'est une ville rock aussi. Il y a des groupes, Oui, il y a toujours eu des groupes rock il y a, comme à il y a- Rouen. exactement. Il y a vraiment eu une histoire un peu rock quand même. Il y avait un petit festival sur la Saint-Georges Brassens, où il y avait les Garçons Bouchers, toute la scène rock aussi qui passait là-bas. Et, euh, et donc voilà, c'était notre. Et puis il y avait aussi quelques bars qui avaient une petite scène, vraiment des bars-concerts.
pas le bar qui fait un concert en bougeant des tables et en mettant le groupe au fond de la salle. Vraiment des bars qui étaient conçus comme ça, dont un qui était vraiment assez mythique à l'époque, qui s'appelait le Rock Garden. Et on allait aussi, un petit peu excentré, mais on allait là-bas voir pas mal de concerts. Et malgré tout ça, à part ça, on va dire, sur Caen, c'était un peu mort quand même dans les débuts des années 90, quand tu étais étudiant. C'était pas non plus la ville rêvée pour faire des choses. Du coup, c'était risqué un Big Band Café à créer sur Hérouville à l'époque pour faire venir du monde. Est-ce que c'était pas compliqué, entre guillemets, de faire venir du monde en soirée, en concert En fait, c'est arrivé parce que il y a eu la volonté d'un ministre, je pense que beaucoup de monde connaissent encore, qui s'appelle Jacques Lang, qui a décidé enfin de reconnaître les musiques actuelles comme faisant partie intégrante de la culture. Du spectre. De la culture. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, au ministère de la Culture, et en région, c'est les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, les musiques actuelles n'étaient pas du tout aidées. C'était un art vraiment secondaire, voire pire. Et donc, effectivement, c'était le théâtre, l'opéra, la danse, qui étaient subventionnés, et les musiques actuelles, pas du tout. Et puis, Jacques Lang est arrivé et il a décidé de dédier des fonds pour des communes qui voulaient créer une salle dédiée aux musiques actuelles. Ça n'existait pas. Souvent, on s'en aperçoit pas, mais ça n'existait pas. C'est pour ça et un après, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on allait dans des MJC. C'est pour ça que les tournées, même d'artistes connus, passaient dans des salles des fêtes de village ou dans des grandes salles des fêtes dans les villes, dans les parcs expos. C'était ça, les tournées avant les années 90. Il n'y avait pas de Zénith, il n'y avait pas de structure dédiée. Pas du tout. Sauf dans les grandes villes où, bien sûr, des salles privées mythiques comme l'Olympia ou tout ça. Mais c'était vraiment dans les très grandes villes. Autrement, une tournée en région. En région, même d'un Johnny Hallyday, ça passait dans les parcs expos ou dans les salles des fêtes. C'était ça. Hein. Donc, enfin, on était reconnus. Et grâce à ces fonds-là, la ville d'Hérouville avait décidé de rénover un lieu qui était en friche. Vraiment, le lieu était complètement abandonné dans le bois de l'Ébizé. Et s'est dit, bon, on va refaire ce lieu-là pour en faire un café, resto, concert, on va dire. C'était un peu entre les deux. Ce qu'on pourrait dire à tiers-lieu aujourd'hui, en fait. Ouais, voilà. C'est marrant. Et donc, en 93, le Big Band Café est sorti de terre. Ce lieu a été rénové. C'était et le directeur de l'époque était plutôt plus jazz, d'où le nom Big Band Café. C'est là que ça vient, en fait. Le Big Band de jazz. Et donc, il a appelé ça... T'allais là-dedans, tu pouvais manger le midi, t'avais des cadres noirs et blancs de très belles photos de jazzman. Et tu avais une petite scène dans un coin en triangle, qui devait faire peut-être 5 mètres carrés. Et il y avait quelques concerts là-dedans. Et dès que c'est sorti de terre, moi, j'ai dû être l'association qui a programmé le deuxième concert dans ce lieu-là. Et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça, ouais. Et très vite, en fait, derrière, hélas, la Saint-Georges-Brassens, qui était la grande salle de Caen où tu pouvais accueillir 900 personnes, a disparu, au détriment du Zénith qui est arrivé. Sous prétexte d'un plafond qui s'était fêlé suite à un concert de Motorhead. C'était on va dire l'excuse donnée par les... En tout cas, ils ont bien choisi le groupe pour envisager un effondrement de plafond. C'était parfait pour eux. Et nous, on savait que c'était pas vraiment vrai. Et que, voilà. Et donc, hélas, cette salle ferme. On se retrouve avec 0 salle sur Caen, mais un Zénith. Mais un Zénith pour défendre des jeunes groupes, c'est pas non plus la salle idéale. Et donc, très vite, on s'est réfugié à la Fonderie. C'est-à-dire que le maire de l'époque, François Gindre, à Hérouville, nous a dit vous n'avez plus de salle, parce que nous en fait on avait calé des concerts, hein, et en plein été la ville a dit on ferme la salle, on revient de vacances et on nous dit tes concerts tu peux plus les faire. Donc on était vraiment en panique. La ville d'Hérouville nous dit nous on a une salle qui s'appelle la Fonderie, qui est une salle des fêtes, si vous voulez on vous la file pour faire vos concerts. Donc on a commencé à faire nos concerts là-dedans, et mine de rien la Fonderie,
moi, ça a commencé à être la grande période. C'est-à-dire que j'ai fait des tonnes et des tonnes de concerts. Alors, beaucoup de reggae. À l'époque, Et après, c'est les genres ouais, musicaux de l'époque. j'ai fait Et tous c'est les normal. Enfin, Jamaïcains voilà, ouais. possibles, voilà, les Et il y avait Burning du monde, et Spear, les c'était super. Gladiators, Ouais. tout ça, c'est passé là-bas. On a fait même des groupes comme Jean-Louis Aubert, Indochine. Indochine était sur le creux de la vague totale. Il faisait à peu près 1 500 personnes Par par date. salle, ouais, à Ouais. Ce qui l'époque. était peu par Euh, rapport à la ouais, notoriété ils du avaient groupe, toujours quoi. gardé leur, Ouais. leur fièvre de fans, Ouais, mais leurs fans. et voilà. Ouais. Et donc, on a fait, on a fait, enfin, quand je dis on, pas que moi, Oui, hein, avec mais, l'équipe. voilà, Ouais, avec l'équipe, votre équipe. d'autres associations Mm. et on a fait de très bons concerts dans cette salle de la Fonderie. Et on s'est dit, bon, bah, on a au moins ça. Elle avait l'avantage de pouvoir accueillir 1 300 personnes, c'était pas rien. Et à côté, il y avait le Big Band Café. Donc, il y avait des petits concerts au BBC et des gros Et des gros concerts à la concerts à la Fonderie. Fonderie, ouais. Et du coup, d'où vient cette volonté? Bah, j'imagine qu'une fois que tu as fait toutes ces salles-là, tu te dis, allez, un festival, c'est la rencontre avec un lieu, de la Euh, ville d'Hérouville. En fait, l'idée d'un festival sur l'agglomération caennaise, je me l'attribue pas du tout. Beaucoup de monde y avait pensé. On parle d'un festival d'été. Voilà, exactement. Donc il y a Nordique, qui est un festival d'hiver pour Il y l'époque. avait effectivement déjà ça. Il y avait eu un festival qui s'appelle à Caen-la-Paix, où il y avait des festivals au Parc Expo et au Zénith de Caen. Je me souviens de la dernière édition où il y avait même une scène extérieure sur le parvis du Zénith où il y avait Body Counts qui avait joué là. Et puis, ça n'avait pas trop marché. Ils avaient rapatrié des concerts au Parc Expo et au Zénith. Et je m'étais retrouvé avec une date avec Siouxsie and the Benchies et les Ramones au Zénith de Caen le même soir. C'était assez fou de faire ça. Et Iggy Pop, Siouxsie and the Benchies et les Ramones le même Ça soir. fait une sacrée proue. Ça faisait une belle soirée. Mais ça a jamais pris. Donc on l'avait en tête, mais moi en fait en 99, quand la ville d'Hérouville a cherché un directeur pour le Big Band Café, et étant donné que moi, avec ma structure, j'avais organisé déjà bon nombre de concerts au Big Band Café, donc ils connaissaient, je pense, mon sérieux, j'espère. Et en fait, j'ai postulé et j'ai été pris. Et je suis arrivé en 99 et je pense, je suis très mauvais en calcul, mais je devais avoir 26 ans, on va dire, quand j'ai pris la direction du BBC, qui était encore ce tout petit lieu. Hein. On y mettait 200 places, 250 quand on était fou. Il faut imaginer un resto, en fait, c'était très bas de plafond, toute petite scène. C'était géré par une équipe d'objecteurs de conscience. Il n'y avait pas du tout de moyens, mais on faisait des choses. Et dans cette salle-là, à l'époque, on avait fait des groupes fous, des Louise Attaque, tout ça, ça passait là-bas. Et donc, je me retrouve là avec comme mission d'agrandir le BBC. Ok. Entre-temps, changement de maire, etc. Ça a retardé. Et puis, à un moment donné, Rodolphe Thomas a remis ce dossier sur le haut de la pile. Et le nouveau BBC s'est fait avec peu de moyens, mais au moins c'est fait. Et le BBC qu'on connaît, à 600 places actuellement, il est sorti de terre en 2004. Et du coup, voilà, la mairie, toi, la salle, les bénévoles, il y a des bénévoles au BBC. Oui. Et toute cette équipe, voilà, il y a une réflexion sur un festival sur Hérouville, du coup. Alors, à l'époque, pas tout de suite, parce que quand tu sors une nouvelle salle en 2004, tu te dis, bon, il faut vraiment que je lance la salle, il faut que ça fonctionne, etc. Donc, j'étais vraiment concentré, je pensais plus du tout au festival, j'étais concentré et j'ai fait 2005, 2006, 2007, avec passion, la programmation de cette nouvelle salle. On était hyper contents, c'était vraiment un lieu qui tourne, qui fonctionnait bien, qui avait gardé son public, qui avait gardé son âme aussi. On avait un peu peur de passer de ce petit club underground à une autre salle. Et en fait, tout était bien resté comme ça. Et puis, alors, comment est né le festival? C'est qu'à un moment donné, professionnellement, moi, je me suis posé la question. Ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais à la tête du BBC. Ça faisait déjà encore plus de temps que je faisais des concerts un peu partout. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là ou est-ce que j'essaie de me remplir
un nouveau challenge. J'avais même commencé à postuler sur des salles en extérieur de l'agglomération. Pour la première fois, je m'étais dit, bon, il est peut-être temps de déménager, de voir un peu d'autres villes, d'autres lieux. Et cette idée de festival est arrivée quand même. On en a discuté avec Claire. On avait un ami à qui on en a parlé aussi, qui était dans le conseil d'administration du Big Band Café. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer le festival. Et tu sais, des fois, les bonnes idées ou les mauvaises, je ne sais pas, mais tu te lèves un matin et tu te dis, bon, allez, c'est trop con, il faut y aller, on y va. Oui, il faut quand même essayer, parce y a que vraiment ce serait cette dommage de décision, regretter de pas le tenter, quoi. Là, réunion, on se dit, on fonce. Il y a un endroit possible, quand tu connais bien Hérouville, possible et tellement logique, c'est le parc de Beauregard. C'est-à-dire que c'était un endroit qui est déjà en partie clôturé, c'est un endroit qui est très joli, c'est un endroit qui est plat. C'est un endroit qui est situé entre Caen et la mer, donc là que c'est plutôt intéressant. Environnement naturel. Et puis, c'est un endroit qui possède déjà aussi beaucoup d'infrastructures. Déjà à l'époque, voilà, il y a des cuisines, il y a des dortoirs, il y a des bâtiments en dur, etc. Donc, tu n'es pas obligé, sur une première édition, tu n'es pas obligé de tout amener. Tu fais quand même des économies. Et donc, on a tout de suite pensé à Beauregard. Le déclic, pour être vraiment au bout de l'histoire, c'est qu'il y avait les 30 ans de la fête des communautés à Hérouville. La fête des communautés se déroule toujours historiquement dans le parc de Beauregard. Et c'est une fête où toutes les communautés représentées à Hérouville ont un stand. Tu peux aller manger thaïlandais, faire un cerf-volant vietnamien. Voilà, c'est assez sympa. Mais pour les 30 ans, la ville m'avait dit, bon, on voudrait quand même faire un concert pour l'événement. Et ils m'ont chargé d'organiser un concert. Et j'arrive à voir Michel Delpech, qui correspondait plutôt bien à ce que la ville cherchait. Et on monte quand même une scène, pas une super grosse scène, mais on monte quand même une scène, et on fait ce concert. Et c'est le déclic, il vient vraiment de là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une scène qui est positionnée à peu près comme où est Beauregard, la scène Beauregard actuellement. On avait, on avait 4000 personnes devant, une bonne ambiance, le parc, etc. Et c'est vrai que là, on s'est tous un peu regardés. Il y avait une preuve de concept. Ouais, on s'est dit... ça va le faire. Il faut qu'on fasse le festival ici, quoi. Ouais, tu vois, il y a vraiment la naissance, l'idée, elle vient de là. Et très vite, en septembre, on commence à réfléchir, à prendre la température des tourneurs, des bookers, pour savoir s'ils seraient OK pour nous envoyer des artistes. Et on se met au travail. En fait, on est trois. Claire, qui est vraiment plutôt régie technique, qui est très douée là-dedans, et Patrick Simon, qui, lui, a une boîte de communication. Et moi, sur la partie programmation. Et je pense que, en fait, le succès, ça tient sur ces trois piliers. C'est-à-dire que si tu as une bonne organisation technique, la bonne orga, si tu as une bonne communication et si tu as une programmation qui tient la route, je pense que normalement, ton événement, il peut fonctionner. Et on s'est tous partagé ces rôles-là. On a avancé vraiment sans... un peu la one again. Vraiment, je pense qu'on me demanderait de refaire un truc fou comme ça. Je suis pas sûr que je m'y risquerais. Avec le recul, je suis très content d'avoir... Parce que c'était un peu fou. On se retrouve à travailler sur un budget qui est à 900 000 €, zéro subvention. Du jour au lendemain. Ouais. Aucune aide. La ville qui nous dit on est OK pour vous prêter le site. Vous mettre à disposition du personnel de la ville, du matériel de la ville, voilà. Mais on savait qu'en termes de... un peu 3 bouts de ficelle et quelques soutiens moraux. On savait qu'en termes de subvention, ça allait pas suivre. C'était logique. Et donc, on fonce comme ça. On fait porter le projet par le Big Band Café, l'association du Big Band Café, qui s'appelle ADMH. Et on se dit que le plus simple, c'est que ce soit l'ADMH qui porte le projet. C'est quelle année déjà, la première édition ?
La première édition en 2009. Ouais. Parce que je me souviens de toi à Citizen TV Ah en ouais, c'est 2009 vrai et qu'il y avait on était Citizen- ensemble en fait c'est vrai. en plateau tous les deux et tu venais présenter la première édition du BBC. C'est marrant. Et on a persuadé. Je me souviens d'un rendez-vous dans le bureau du maire avec Patrick Simon et on avait fait des faux t-shirts du festival avec une fausse prog. On avait fait des badges et on lui avait donné des badges du festival. On l'avait vraiment fait comme des Ouais, des voilà. VRP qui voulaient vendre leurs trucs, quoi. Et je pense que ça a bien sûr, ça l'a séduit. Il y a eu à un moment donné un flou parce qu'il y a eu cette peur de se dire attends, si ça se plante, ça peut mettre en danger le BBC. Oui, Comment on bah, le fait lien avec Qui va la sauver le salle. BBC si Beauregard se plante? Tu vois, Ouais. il y avait vraiment ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, mais nous, on les a persuadés de nous laisser tenter le Tenter le coup. coup, ouais, ouais. Et c'est parti. Ça a été la première édition, ça a été un truc de fou parce qu'on a vraiment bossé comme des dingues. On avait pas l'expérience d'un festival, c'est-à-dire qu'on savait organiser des concerts, ça, il n'y avait pas de souci, mais un festival, c'est autre chose. Et Bah, justement, tu t'accroches à quoi en fait? Tu t'accroches à quoi? C'est quoi qui te l'adrénaline, fait là, il y a continuer un truc d'y qui... croire en fait? En fait, il y a un truc qui est hyper excitant quand tu organises quelque chose, quand tu te dis tu vas peut-être faire Un truc super. ouais, un truc super, tu es en train de créer quelque chose et donc il y a vraiment une excitation quand même entre nous, on se dit putain, on va faire un festival, ça y est, c'est fou. D'un seul coup ta tête passe en mode c'est plus un projet, Ouais, c'est on y va, tu ouais, vois. ouais. Et C'est plus une idée, mais c'est plus une idée. Maintenant, on n'a plus le choix, on y va. Quand tu commences à confirmer des premiers T'es dans le artistes, flux du truc, t'as quoi. t'as Ouais, plus le choix, tu ouais, vois. ouais. Et on se retrouve avec Tu peux en plus revenir en février avec des artistes. On n'avait pas encore de nom de festival, c'est ça le pire, c'est que on avait calé des trucs, mais pas de nom de festival. Il fallait sortir de la com, on savait pas comment appeler le festival Bah, et tiens, tu tout parles est de né la comme com, ça. mais ça vient d'où, John? C'est quoi cette idée de John? Je sais que ça a switché pas mal dans la tête des gens et ça a personnifié beaucoup le festival. Tu parlais du triptyque, enfin du trio, pardon, Orga, Com, Prog. Ouais. Et bien la com, comme on parle un peu aussi de créativité, cette idée de John, c'est une idée qui arrive. Est-ce que c'est la première édition? Est-ce que c'est plus tard? Non, c'est la première édition. C'est la première édition. Justement, quand on cherchait le nom du festival et qu'on ne trouvait pas, on avait organisé une soirée où on avait mis un paperboard et on s'était dit, allez, on avait juste invité vraiment les plus intimes du festival là-dedans et chacun mettait ses idées aussi farfelues. On s'est dit, il n'y a pas de limite. On met toutes nos idées sur le tableau et on regarde. Donc, on mettait tout ça. Moi, j'avais organisé, il y a très, très longtemps, c'est mon premier truc que j'avais organisé, c'est un festival à Ranville qui s'appelait La Nature du Rock, qui a été un échec total, mais je pense qu'il n'y a pas eu un truc de réussi dans ce festival. Vraiment pas un truc. J'ai eu la pluie, ça n'a pas jamais pu jouer. Enfin, c'était une catastrophe. Et ça s'appelait La Nature du Rock. J'avais même mis La Nature du Rock sur ce truc, alors que c'est pour moi un mauvais souvenir. Et puis, on trouvait pas. Et j'ai Gilles, qui est le directeur technique du BBC, qui sort John Beauregard. Et il écrit John Beauregard sur le tableau. On dit, c'est quoi John Beauregard? Il dit, si, c'est le nom d'un héros de western avec Henry Fonda, mon Henri Personne, etc. On trouve ça marrant, ça nous fait rire. À ce moment-là, on avait un petit peu bu aussi, il était tard, et John Beauregard était là, et ça nous a plu, en fait. Mais on n'a pas appelé... voilà. Tout ça pour finir, on s'est dit, à la fin de cette soirée, on n'a aucun nom, et on arrive juste à la logique qu'on va s'appeler Festival Beauregard, tout simplement parce que quand je faisais les offres aux artistes, quand on en parlait aux médias et tout C'est comme ça que tu présentais les choses. on disait c'est un festival à Beauregard, tu vois. Et donc, on n'a pas voulu faire festival de Beauregard, on a vraiment festival Beauregard. On a bien sûr pensé, est-ce qu'on le fait en 2 mots ou en 1 mot, ça c'est voilà. Mais très vite, on s'est dit festival Beauregard.
Et on s'est Et appelé John comme ça. arrive plus tard, en fait. Et John, en fait, il arrive grâce aux réseaux sociaux parce Ouais. que le lendemain, on nous demande, mais il faut qu'on crée le Facebook. Il n'y avait pas encore Insta à ce moment-là. Et donc, on crée le Facebook en urgence. Et comment on appelle le Facebook on est vraiment Il faut un nom, dans le quoi. jus. Ouais. Voilà, il faut imaginer qu'on gère tellement de trucs en même temps. Donc, on nous dit Beauregard officiel, Festival Beauregard officiel. Hein, et Céline, qui s'occupe des réseaux sociaux et qui faisait toute la charte graphique du festival, dit en rigolant John Beauregard pour nous se souvenir de la soirée d'hier. Et on dit, sans prendre conscience, on dit ouais, Allez, feu. John Beauregard. Ouais. Et elle lance John Beauregard. En plus, on l'avait lancé comme en perso, tu sais, donc quand on était atteint 5000, on avait dû changer Ouais. en faisant une page. autre page. Mais en fait, ce qu'on s'était pas aperçu, c'est que en lançant comme ça, on allait avoir des festivaliers qui allaient s'adresser à John. Donc, les premiers messages sur le Facebook, c'est Salut John, quand est-ce que tu nous sors ta prog, etc. Et en fait, ça nous a dépassé. On ne pouvait pas imaginer, enfin, on aurait dû l'imaginer. Ils ont adopté le voilà. concept. Et donc, on a dû commencer à répondre comme ça. Et John est arrivé. Et maintenant, j'aime bien faire en sorte que John puisse être tout est, Oui. je vais pas dire n'importe quoi, mais que chacun a son image de John, tu Oui, vois. voilà. Et ça me plaît. Et donc, dès la première édition, John était déjà présent. Et ce qui a vraiment installé John définitivement dans le festival, c'est la deuxième édition, puisqu'à la deuxième édition, c'est toujours une affiche noire et jaune et qui s'appelle I Love John. C'était en très gros avec le cœur jaune. I Love John et Festival Beauregard écrit en petit en dessous. Pas mal aussi sur la route. Voilà, et puis étant donné qu'on avait des super réseaux de communication et d'afficheurs via les relations que pouvait avoir Patrick avec des afficheurs, on avait des campagnes de fous sur Caen, et tu voyais d'un seul coup dans tout Caen du I Love John. I Love John partout. Et là, bon, ça a clairement, le I Love John, tu le trouves encore maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des festivaliers et c'est super, tu as des festivaliers qui viennent encore en s'écrivant I Love John sur le bras, quoi. C'est chouette. Ouais. C'est un effet de dingue, mais c'est aussi la force de l'imaginaire. Toi, quand tu prépares une prog, vous êtes passé en fait en 2019, de 4 à 5 jours, c'est ça? C'est 2019 la bascule, non? De 4 à 5 jours. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, 2000. Alors, on est 2 jours 2009, 2010, 3 jours 2011. C'est là où on a fait l'affiche John Cube. Il y avait le petit 3 qui disait 3e édition, mais Cube, parce qu'on agrandissait le site encore et on passait à 3 jours. Et le before, le premier before, c'est-à-dire quand on est passé à 4 jours, c'est 2014 avec Stromae. Le day before. Voilà, le day before est né avec Stromae en 2014. Donc là, on passe à 4 jours. On est resté à 4 jours, sauf une fois, on est revenu à 3 jours parce que j'avais pas trouvé de before. Et après le Covid, c'est-à-dire première édition après Covid, c'est 2022, on avait déjà nos 4 jours. Et on pouvait faire Muse. Et on s'est dit, c'est dommage de louper ça. Et on tente un 5e jour. En se disant qu'après 2 ans sans Beauregard, il y aurait vraiment une grande attente une opportunité. Voilà, c'était un pari aussi. Hein, et on fait ce 5e jour et qui devient un énorme succès. Parce que le Muse, c'était notre premier plus grosse vente, hein. On a mis en vente en juin, c'est-à-dire 13 mois avant le festival. On était encore en Covid et on a vendu en une semaine. Non, pas en une semaine, on a dû vendre en 48 heures ou un truc comme ça, ce qui était juste fou. Est-ce que c'est pas là où tu dis que Beauregard est passé dans une autre dimension? Je sais que dans l'imaginaire des gens, il y avait le côté gros festival normand. Et maintenant, c'est un des plus gros festivals français. Et est-ce que toi, tu l'as conscientisé à un moment donné dans cette période-là? Est-ce que c'est Muse? Est-ce que c'est avant? Comment tu te l'imagines? Je pense qu'à partir de 2022-2023, donc c'est très récent,
on s'aperçoit qu'on a un festival qui est effectivement qui s'inscrit véritablement dans les Rendez-vous, quoi. grands rendez-vous et grands festivals à l'échelle nationale. On surprend pas mal de nos collègues qui nous disent comment c'était complet comme ça, mais c'est fou. Quand on a fait, après, tous nos before ont été complets en quelques heures. Ça a été voilà, il y a un truc qui s'est passé, un déclenchement, je ne sais lequel, mais effectivement, après Covid, on se retrouve à faire du complet sur 5 jours, pas sur 3, pas sur 4, sur 5 jours, ça devient un peu fou. Et bien sûr, on en est heureux, on s'en rend compte. On l'analyse maintenant, on se dit pourquoi nous, pourquoi comme ça. On arrive un peu à se dire que on a fait peut-être des bons choix, Mmh. que il y a sûrement plein de raisons. Beaucoup de Mais travail peut-être? beaucoup de travail et donc ouais, on devient plus que fier de l'événement. Mais on est passé par des périodes hyper compliquées. Oui, C'est-à-dire que oui. On tout n'y arrive pas paraît comme ça beau non comme plus. ça Oui, en non, mais bien disant, sûr. voilà, la première édition, pour revenir sur la première édition, on perd 150 000 euros. Il y a eu d'autres années comme ça où la météo était pas forcément au rendez-vous, où Mais les gens sont pas forcément venus sur telle ou telle journée? il y a eu des éditions un peu plus faibles, mais on a toujours bien fonctionné. Mais on a eu, oui, en 2013, 2013, vraiment, ça aurait pu être la dernière édition du festival. On a perdu énormément d'argent, beaucoup plus que 150 000. Mmh. Et on s'est vraiment posé la question si S'il fallait continuer, si quoi. c'était, Mmh. voilà, si on arrêtait ou pas. Il y a vraiment eu un changement à partir de là. On a Patrick Simon qui était un des 3 piliers qui a décidé d'arrêter l'aventure à ce moment-là. Et on se retrouve avec Claire à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on a passé nos vacances à essayer de trouver des solutions auprès de la banque, auprès de sponsors, auprès de la région qui nous a fait un prêt pour qu'on puisse... parce que le but du jeu, c'est payer tout le monde. C'est le principal. Nous, jamais on serait Oui, parti en tu pars vacances avec si on une n'avait pas ardoise. pu payer Ouais, tout le bien monde, sûr, quoi. ouais, Donc, ouais. on a vraiment fait ça. On a toujours honoré toutes nos dettes. Et on s'est interrogé. Et en fait, peut-être que le bon choix et la force à ce moment-là, c'est qu'avec Claire, on se dit, eh ben, il faut pas qu'on réduise la voilure. Tu as deux solutions quand tu perds de l'argent sur un festival ou sur autre chose. C'est soit tu te dis, on réduit la voilure, donc on baisse un peu la qualité, on enlève un peu ça, on met un peu moins de son, on met moins de qualité dans les structures, moins de Moins de déco, confort, moins de déco, moins de moins de gros cachets visuel. d'artistes, Mmh. etc. Voilà, tu peux Alors que les l'imaginer gens comme viennent pour ça. ça. Voilà. C'est ça le problème. Mais là, je pense que tu commences à mettre le pied dans un truc qui va faire que tu vas descendre Oui, très progressivement en vite. Voilà, parce que qualité les gens, et ils se disent, ceux qui aiment Beauregard, ils reviennent, ils trouvent que c'est moins bien qu'avant. Tu vas commencer à perdre. Un restaurant qui perd en qualité, tu vas moins plus venir, forcément y bien aller. sûr, Tu te dis, évidemment, c'est moins bon, ouais. je vais peut-être trouver ailleurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est, on fait encore plus gros. Et le before de Stromae arrive. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, on rajoute un 4e jour. On pense qu'il est capable de nous remplir une journée sous son seul nom. Et puis, on a remis beaucoup d'efforts sur les cachets artistes, sur la déco, sur l'accueil du public. Et le pari a gagné, c'est-à-dire qu'en 2014, on arrive à regagner, remettre le festival en positif. Et après, il y a eu des hauts et des bas, mais on a toujours fonctionné. Après Covid, c'est vrai qu'on s'est retrouvé vraiment avec un festival qui fait le plein à l'avance, tout, et maintenant un festival qui est on va dire, financièrement rassuré, Ouais. parce que maintenant, on est à 11 millions d'euros, le budget du festival. Donc, on passe d'un festival qui était à 900 000 en 2009 à 11 millions en 2024.
Mais ça suit aussi, Et entre guillemets, l'inflation des cachets des artistes, ça entre suit plein de guillemets. choses. Effectivement, Enfin, on n'est plus dans la même époque, entre guillemets. on n'est plus dans la même époque, mais déjà, il y a 10 ans, on aurait pu avoir des cachets beaucoup plus importants. Après, c'est des choix. C'est vrai que nous, on a décidé d'essayer d'attirer des artistes encore plus connus, de mettre plus d'argent, et puis d'agrandir le site, de faire des travaux sur le site, de faire que les structures soient toutes décorées, que l'expérience, on parle souvent d'expérience de festival, mais encore faut-il qu'elle soit bonne l'expérience. Et nous, on fait tout pour que le festivalier, quand il franchit le portail du château, il rentre vraiment dans l'univers du festival, dans l'univers de John, et qu'il passe un bon moment. À partir du moment que tu penses au festivalier, à son confort, Ouais. à son Ouais, expérience, l'expérience vécue. Ouais. ça va. Si tu penses que à toi, c'est-à-dire Oui, à à tes l'argent, petits calculs, tiens, je pourrais... entre guillemets, d'épicerie. T'imagines, là, je pourrais, si je voulais, très clairement, je pourrais vendre 5000 billets de plus sur le Before de Beauregard de cette année. 5000 billets de plus à 70 €, je vous laisse faire le calcul, ce que ça fait. Ouais. C'est quelque chose qui est, légalement, je pourrais mettre 5000 personnes de plus. Ouais. Je fais le choix de ne pas le faire. De réduire la voilure pour Parce que je veux que les gens garder le ils confort gardent le dans confort, le parc. etc. Ouais, bien sûr. Parce que c'est bien beau de mettre 5000 personnes de plus, mais il faut Si que tu tu te marches arrives, dessus, quoi. il faut que tu arrives à les garer. Bien Il sûr. faut qu'ils puissent rentrer sans attendre 3 heures. Il faut qu'ils aillent aux toilettes ou se restaurer sans attendre 3 heures. Et tout ça fait que, on a toujours pensé à ça. La circulation. Et peut-être que c'est une des clés de la réussite du festival et du fait que les gens viennent et reviennent, c'est que ils se sentent considérés et ils ont du confort à Beauregard. Bien sûr. Justement, sur toi, comment tu vis, toi, le festival? Est-ce que tu prends le temps d'aller voir des groupes? J'imagine que oui, mais est-ce que toi, tu prends ce temps-là aussi d'aller voir un peu les installations, de discuter, de voir les concerts C'est quoi, Paul, en festival, justement? Paul en festival. Comment dire maintenant, on a vraiment des grosses équipes derrière nous. Au début, on faisait tout, tu vois. Je surveillais le barriérage, je faisais la signalétique, plein de petits trucs hyper essentiels. On était partout. Maintenant, c'est vrai que Beauregard, c'est une équipe de 10 salariés permanents. On embauche énormément d'intermittents. On a un gros travail avec nos prestataires. Donc, voilà, on a 2 personnes juste sur la déco. Voilà. Donc, on est plus à bien préparer les choses, à orienter comme on le souhaite et faire les choix. Et qu'une fois à Beauregard, tu es plus sur... je suis plus quelqu'un qui va regarder si tout marche bien. Je vais avoir encore mes petits tics, c'est-à-dire que je vais faire le tour de tout le barriérage sécu pour voir si tout fonctionne bien. Je vais aller voir les équipes. C'est-à-dire que pendant Beauregard, je ne vais pas être la personne la plus utile. C'est-à-dire que si moi, je n'étais pas à Beauregard... Ça pourrait tourner, entre guillemets. Ça pourrait tourner. Contrairement à Claire, si elle n'est pas à Beauregard, je pense que ce serait difficile. Moi, l'idée, c'est de tout acter avant et voir que les choses se fassent bien. Alors après, je vais plus des fois être dans de la représentation. C'est pas le plus beau des métiers, je t'avoue. C'est-à-dire que des fois... tu fais de la relation publique, quoi. C'est normal. On a beaucoup de partenaires sur le festival, donc pouvoir des fois aller les saluer, leur souhaiter la bienvenue, c'est important, même si c'est vraiment un exercice que... c'est pas forcément l'habit qui... Voilà, c'est pas mon truc, moi. Même dans la vie de tous les jours, je vais très peu voir une expo, un truc, etc., ou inviter à une inauguration. J'aime pas trop ce genre de sortie. Je suis assez dans mon cocon familial et mon petit confort à moi, quoi. Et pendant Beauregard, donc oui, je vais faire ça, je vais quand même travailler. Il y a des choses que je fais. Par exemple, il y a la nuit d'avant Beauregard, de l'ouverture, je mets toute la signalétique qui reste à mettre avec ma petite voiturette de golf pour tous les accès, les badges, etc., à tel endroit, tel truc, parce que ça, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Et après, voilà, je vais quand même... Après, tu travailles tout le temps. Dans ta tête, elle n'est jamais au repos. Mais tu arrives quand même à choper un bout de Et j'arrive à concert. voir quelques concerts, bien sûr. Je fais en sorte... je vais plutôt essayer d'être un manager. C'est-à-dire que je vais plutôt essayer de dire à mes équipes, attends,
pose-toi. Oui, tu facilites. Tu voulais aller Ouais, voir ouais, ouais. Idols, je le sais. Ouais. Là, pose ça, Ouais. va voir Bah, Idols et voilà. tu reviens après, t'en profites parce que si on travaille 1 an sur un événement et Tu peux pas tes prendre un équipes bout de n'arrivent même pas à plaisir. en Ouais. profiter, voilà, il y a toujours un moment, par exemple à 19h, il y a ce qu'on appelle le pot des artistes, c'est-à-dire qu'on offre un verre dans le village loge des artistes et puis là, vraiment, je fais en sorte que toutes mes équipes viennent. Tu vois, je dis, ouais, vous arrêtez ce que vous faites, on prend un verre. Ça peut prendre que 10 minutes, mais au moins, on trinque ensemble. C'est important de pouvoir se relâcher. Donc, je vais plutôt être dans le côté manager, tu vois, Ouais. et, euh, animateur Ouais, dans bah, ces c'est un moments-là. rôle super important parce que Sauf s'il peut-être se que passe tu une ressens pas couille, le truc, tu vois. mais oui, oui, C'est tu dois être là s'il y a un problème. Voilà, le truc, c'est que s'il y a un problème, là, d'un seul coup, tu es obligé de rendosser ton, ta casquette de direction. Et voilà, si Ça t'est arrivé Oui, des bien gros sûr. problèmes un peu what the fuck, justement, Ah, ou des ça, demandes artistiques un peu incohérentes Ça peut être, voilà, ça peut être des fois sur des artistes où il peut se passer des petits couacs et là, je vais intervenir. Ça peut être, je sais pas s'il y avait une tempête, voilà, sur les sorties de public, je vais être beaucoup sur les sorties de public, je vais être au PC sécurité, je vais regarder que les sorties se déroulent bien. Voilà, tu as toujours un regard un peu partout, mais tu dois pouvoir être présent s'il y a un problème. Si, je sais pas, tu as une bagarre, ça nous arrive très peu, mais Ça peut arriver. ça peut arriver et je veux que ce soit géré comme je le souhaite. C'est-à-dire que à Beauregard, il faut que quand tu es à Beauregard, tu te sentes totalement en sécurité. Euh, un mec, une femme, etc. Voilà, si j'apprends qu'il y a un abruti qui est en train de faire une agression ou des attouchements, ça va m'obséder pendant toute la journée tant que je ne l'ai pas trouvé, quoi. Donc là, je vais vraiment être en mode je veux trouver cette personne-là et je veux la virer. Tu peux toujours avoir des histoires comme ça et il faut être attentif. Tu as 30 000 personnes, on va dire, chez toi à ce moment-là. Faut que ce soit safe. Et je veux que les gens y Ouais, passent le meilleur c'est de un leur moment. village Quoi. safe, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et je pense on l'obtient à Beauregard. Et justement, tu parlais de ce type d'engagement ou d'un regard là-dessus. Le festival aussi a évolué sur sa partie. On en parle un peu d'éco-responsabilité. Je ne sais pas, qu'est-ce que sont les différentes nouveautés? Parce que ça demande aussi de l'innovation. Il y a Et plein... en termes de créativité, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de tout ça? Alors, dès la première édition, la question de l'éco-responsabilité, elle était présente. Déjà, elle s'imposait à nous parce que tu n'arrives pas sur le parking du Parc Expo, tu arrives dans un espace naturel. Et l'espace naturel, il fallait absolument le sauvegarder, le protéger et faire en sorte que voilà, les arbres qui sont là ne souffrent pas. Quand on quitte le site, il soit le plus propre possible. Voilà. Donc on a eu dès 2009 vraiment une sensibilité là-dessus et on a sensibilisé toutes nos équipes. Bien sûr, année après année, on a renforcé ça et je pense que vraiment sur Beauregard, on peut être fier de ce qu'on obtient, que ce soit sur l'accès au festival, c'est-à-dire la mobilité douce qu'on appelle maintenant comme ça, comment les festivals y Le arrivent. transport public, déjà. Voilà, Ouais. nous, c'est 3000 vélos par jour, c'est-à-dire que 3000, c'est 10% de notre public qui vient en vélo, c'est fou. Derrière, tu as 80 000 festivaliers qui sont transportés par Twisto. Beaucoup de gens viennent à pied, on l'a remarqué, entre Blainville, Colombelle, Hérouville, etc. Ça vient beaucoup. Donc, après, bien sûr, si tu viens de, je sais pas, d'Argentan ou Oui, de plus évidemment, loin, bah, y a tu toujours vas venir en voiture. Donc, l'idée, c'est le covoiturage, pour le le coup. covoiturage, tout ça. On a créé des plateformes de comment venir et de favoriser le covoiturage. Donc sur la partie transport, je pense qu'on est très bon. Sur la partie tri de nos déchets, c'est pas juste du simple tri. C'est-à-dire que maintenant, nous, on fait partout, on a le compost. On trie, parce que sur un festival, tu génères aussi beaucoup de bois, de fer que tu jettes à la fin. Donc on a des bennes de tri de fer, de bois. Et puis bien sûr, tout le tri que chacun connaît. Les mégots.
c'est un peu le nerf de la guerre, hein, les mégots de cigarettes sur le site. Donc, on travaille avec Zoro Mégots qui font un super boulot. On a des cendriers un peu partout. On distribue gratuitement des cendriers de poche à tous les fumeurs qu'on croise et en les sensibilisant en disant ta cigarette, c'est dans le cendrier, mais pas par terre. Et après le festival, on a des équipes qui ramassent à nouveau les mégots. Pour éviter vraiment je ne sais plus combien de mégots, mais j'ai pas le chiffre, mais c'est assez fou. Ouais. Quand tu vois en kilos, voire plus que kilos, je crois, de mégots qu'on récupère, c'est fou. Mais à Beauregard, c'est complètement fou. Quand je vois quelqu'un jeter sa clope par terre, ça m'énerve. Tu vois, à Beauregard, dans la rue, de manière générale. Mais je pense qu'on a tellement de solutions. Et en plus, on propose des solutions gratuites avec des standards de poche qu'on met à distribution. Donc, il y a tout ce travail-là. Il y a l'anti-gaspillage, c'est-à-dire tout ce qui est pas consommé est redistribué à des associations. Pour que ça puisse retourner dans des familles, que ce soit le pain, etc. Donc dans nos cuisines, tout, on a vraiment, on remet au frais tout ce qui n'a pas été consommé et des associations viennent le matin récupérer, voilà, pour l'anti-gaspillage. On a une page sur notre site, tout est expliqué, mais c'est assez Non, mais c'est important d'en parler parce que fort, les gens se l'imaginent pas nécessairement. Et en fait, non, ça fait beaucoup parler des coulisses. Et du coup, on parle beaucoup des coulisses oui, voilà. ici. Donc, on parle souvent aussi que les gros festivals sont des gros pollueurs, etc. Alors, je ne vais pas dire que Beauregard pollue moins qu'un festival qui réunit 2000 personnes par jour. Proportionnellement, oui, obligatoirement, on pollue plus qu'un petit festival. Maintenant, ce qui est important, c'est le ratio par festivalier. C'est-à-dire combien un festivalier va polluer sur ton festival. Et là, je pense que nous, si on faisait ce ratio-là, on est très performant. Et peut-être qu'en moyenne, un festivalier à Beauregard pollue moins qu'un festivalier dans un petit festival. Parce que vraiment, ce qui est mis en place est assez fort. Est-ce que justement, quand tu fais ta programmation, est-ce qu'il y a des artistes qui venaient peut-être en jet ou ce genre de choses? Je sais que dans d'autres festivals, ça se fait encore. Est-ce que c'est des choses dont tu discutes avec les bookers? Est-ce que ça, c'est des choses il y a encore en discussion ou pas du tout? Ça se discute bien sûr. Maintenant, quand tu cales un artiste, tu sais pas encore comment il va venir. Ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que tu bloques un artiste et ils savent même pas encore si la veille il est là ou le lendemain il est là, donc comment il va être transporté. Donc bien sûr qu'il y a des jets qui arrivent à Carpiquet pour des artistes qui viennent à Beauregard. C'est catastrophique. Après, encore une fois, ça se discute. Par contre, si on me dit, tu vois, si des fois je suis sur un artiste, essentiellement l'électro, les DJ, qui se déplacent énormément comme ça, ce qui est assez fou, parce que les mecs, ils sont tout seuls et... Bon, c'est catastrophique. Mais si on me dit, il peut venir, mais dans ce cas-là, on va mettre un jet en plus pour qu'il puisse venir. Si je le sais à l'avance, je préfère dire non. Je dis, dans ce cas-là, je ne fais pas l'offre. Moi, je n'ai pas envie qu'ils viennent à Beauregard et qu'ils prennent un jet parce qu'il est en Espagne ou au Portugal la veille. Et voilà. Mais des fois, même, là encore, j'ai appris récemment, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas mon rôle de dénoncer, mais l'artiste qui vient de Belgique et qui va venir en jet. Qui est sur un festival belge avant. Et tu te dis, mais attends, il y a le train, tu sais... Et tu dis ça aux prods et ils disent mais ils savent même pas ce que c'est le train. C'est pas leur mode de penser, etc. Et donc c'est catastrophique. Ouais. Et c'est souvent là aussi où je me bats parce qu'on dit souvent les festivals ça pollue, mais un des plus gros pollueurs, en tout cas en termes de carbone, c'est les artistes. Et le gros rôle pour moi et la grande responsabilité, vous avez une responsabilité d'éduquer, entre guillemets, bien sûr, de faire la communication. Mais c'est leur DA, c'est leur directeur artistique. Quand ils créent leur tournée, c'est au directeur artistique de dire à l'artiste, ok, tu veux ta propre scène, tu veux ça en plus sur scène, etc. Sache que ça, ok, mais ça va être un camion en plus sur la route. Un camion en plus sur la route, sur tes 20 dates, ça va te faire... Je pense que si on n'arrive pas à les responsabiliser, eux, ils veulent tout. Ils continuent, en fait. Ils continuent. Nous, par exemple, ça y est, c'est fini, on a supprimé, c'est écrit dans mes offres, toutes mes offres pour les artistes, je dis interdit au confetti.
Oui, d'accord. C'est-à-dire que tu n'as Ok. plus le droit de balancer des confettis sur Beauregard Ouais. parce que c'est même biodégradable. Nous, tous les confettis qu'on a balancés, ils sont tous biodégradables. Hmm. Mais Il y a un impact, quoi qu'il voilà, il y arrive. a un impact. Ils se dégradent pas non plus En en 30 2 jours. secondes. Donc, quand c'est ton artiste du jeudi, eh ben, tu te retrouves encore avec, Puis le site, avec il n'est des pas propre à confettis, à voilà, l'arrivée. qui sont un 3 peu semaines plus tard, quoi. partout. Hmm. Et donc, nous, voilà, interdit à ça. Bien sûr, la pyro, tu peux, mais les confettis, les serpentins, etc., c'est catastrophique. L'autre fois, il y en avait un, le dernier qui avait fait ça, c'était effectivement sur Indochine. Il y en avait eu beaucoup, dont des trucs de serpentins. Et tu voyais dans les beaux cèdres qui sont en face Oui, de oui. scène des serpentins qui tombent, quoi. Ouais, Et ouais. on était obligé C'est pas ouf, quoi. voilà, d'aller les nettoyer à la nacelle. Tu es obligé d'avoir un nacelliste qui va récupérer les Donc ça a serpentins même et un les arbres. impact sur les équipes, Tout ça quoi. ouais, bon, bah non. Entre Oui, guillemets. c'est beau, hein, les confettis, Ouais, tout ça. ouais. En salle, ok. Ouais, En salle, tu lui donnes un coup de balai, c'est bon. ouais, Dans un site naturel, c'est pas la peine. ouais. Bon, sur une note plus joyeuse, entre guillemets, toi, raconte-nous 2-3 groupes inoubliables que tu as programmés à Beauregard, juste pour terminer cette interview. Bah, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire Beauregard à la base. C'est dans mon rôle de programmateur, c'est d'attirer des groupes inter qu'on n'a pas l'habitude de voir en région. T'as beau avoir un BBC, un Cargo, un Zénith, la plupart des groupes inter ne viennent pas sur Caen dans leur tournée habituelle. Par contre, on peut les faire venir sur un festival. Et donc, je savais que si j'installais vraiment Beauregard comme un grand événement, les artistes allaient vouloir venir à Beauregard et donc les choper. Et effectivement, moi, j'ai cette chance d'avoir pu programmer bon nombre d'artistes Que tu affectionnes. que j'affectionne énormément et jamais j'aurais cru, même il y a encore 10-15 ans, un jour dans ma vie, je pourrais programmer un tel ou un tel. Donc, bien sûr, le premier d'entre eux, je vais te citer Dépêche Mode parce que c'est vraiment un groupe que j'écoute depuis mon C'est adolescence. générationnel. Tu vois, avant 15 ans, j'achetais déjà des albums de Dépêche Mode quand ils sortaient. Donc, les voir à Beauregard, ça a été pour moi quelque chose d'assez fort. Mais je peux te citer Nick Cave, je peux te citer PJ Harvey, les Pixies, Portishead. C'est des groupes voilà, et beaucoup effectivement des années 90, mais c'est des groupes qui ont vraiment forgé mes goûts musicaux et pouvoir avoir reçu tous ces artistes-là, quand tu regardes la longue liste des artistes qu'on a pu avoir comme ça à Beauregard, c'est En termes de assez fou. qualité, Massive de Attack, tu vois, notoriété, encore Massive Attack, récemment, ouais. ça faisait vraiment partie d'un des groupes que je voulais absolument avoir une fois dans ma vie. Donc, Massive Attack, c'était très beau. Et donc, voilà, je suis hyper satisfait de ce que j'ai pu attirer à Beauregard. Et j'espère encore en faire quelques-uns, ouais. On peut souhaiter encore combien d'années à Festival Beauregard? En tout cas, j'espère que Beauregard me survivra. Je pense qu'un jour, comme beaucoup, j'aimerais m'arrêter. Je ne suis pas du genre à vouloir travailler jusqu'à mes 70 ans. Pas du tout. Donc, j'ai vraiment envie à un moment donné d'arrêter et je ne voudrais pas arrêter trop tard. Et le but du jeu, c'est que si Beauregard est encore là, à ce moment-là, qu'il puisse perdurer et que je puisse avoir une équipe qui a envie de reprendre le flambeau et de continuer ce bel événement. Je peux que souhaiter ça. Et que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, Beauregard soit encore là. Quand tu regardes en France, il y a des festivals qui ont fêté leurs 40 ans, leurs 50 ans. Si Beauregard pouvait être de cela à l'avenir, ce serait merveilleux. Super. Merci beaucoup. Merci.